Aujourd'hui, on va parler d'une question centrale, essentielle dans nos vies, qui est la santé. En particulier, dans cette période de crise sanitaire, on va se poser la question de comment on va être soigné demain. Est-ce que les films dystopiques où on nous met des puces dans le cerveau vont se réaliser? Est-ce qu'on va plus être dans une sorte de médecine holistique qui s'intéresse autant à l'âme qu'au corps? C'est la discussion que je vais avoir avec Jean-Charles Samuelian, qui est le fondateur de Alan, qui est une mutuelle de santé, qui a des avis hyper intéressants, je trouve, sur le sujet. Donc, je vous laisse écouter cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Greg. Tu vas bien? Très très bien, content d'être avec toi. Cool, moi aussi. Je suis ravi. En fait, on a tous quelque chose en commun quand on est humain, c'est qu'on a tous besoin de se faire soigner d'une manière ou d'une autre. Et nécessairement, c'est un secteur qui évolue beaucoup, ou en tout cas, on a l'impression qu'il a été très mis à mal pendant le confinement, et en tout cas, on a vu les limites du système de santé français, en fait. Donc, on se pose naturellement la question de la manière dont il va évoluer, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut questionner des éléments qui nous semblent inquestionnables. Et le système de santé en fait partie. Alors toi, avant ça, tu avais aussi questionné le voyage en classe économique. Tu peux juste faire un petit rappel sur l'avion et après on partira sur l'éco. Ouais, parce que c'est le mindset l'état d'esprit qui m'intéresse. Ouais, très rapidement, en effet, ma première boîte qu'on avait créée en 2010, on était reparti de la feuille blanche pour créer un siège d'avion de classe éco, parce qu'on pensait que les technologies, l'expérience, la masse était complètement déconnante par rapport à ce qu'on était capable de faire. Et on a réussi en effet à créer un siège d'avion, le premier au monde en composite et en titane, qui divisait la masse par plus de 2, donc énormément d'économies de kérosène et de CO2. Et ça, c'était en partant à contre-courant de plein de supposés de l'industrie, de gens très gros qui avaient essayé avant nous et qui avaient raté. Et juste en ayant l'ambition de se dire on peut transformer ce truc-là, peut-être un peu la folie aussi, mais je pense que les deux sont sains quand ils ont la bonne mesure. Et après, en décomposant très bien les problèmes, pour arriver à avoir l'impression d'avoir fait des progrès, jusqu'à arriver au résultat final. Et alors, dans le système de santé, comment on questionne l'inquestionnable? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, n'est pas questionné alors qu'il devrait l'être? Je pense qu'il faut repartir de la manière dont le système s'est construit, qui a plein de vertus et à la fois plein de dysfonctionnements. Les vertus, déjà, si on parle de chiffres, en Europe, on dépense 10,5% du PIB en santé. En France, c'est 11,5%, c'est plus de 270 milliards par an. Donc, c'est un montant qui commence à être relativement conséquent. Et on a un système qui est magnifique dans certains de ses aspects. Il est une vision très universaliste. Tout le monde est couvert d'une manière ou d'une autre. On a des médecins qui sont excellents, des experts qui sont reconnus d'une manière mondiale. Donc ça, c'est très bien. Et à la fois, il y a une fracture, une sorte de paradoxe qui est de plus en plus fort, qui est que du côté utilisateur, nous, les citoyens, on a des temps d'attente de plus en plus longs. On a une confiance dans le système qui se dégrade. On a des inégalités géographiques, des inégalités selon nos connexions, notre revenu, notre âge, et qui sont assez fortes. Et on l'a vu pendant le Covid. D'une région à l'autre, les chiffres étaient complètement différents. Et on a à la fois envie de reprendre le contrôle sur notre santé. Il y a de plus en plus une approche plus holistique, plus large, et juste de comprendre ce qui nous arrive, parce qu'on a de plus en plus de contrôle dans toutes les autres industries, dans nos smartphones, et pas dans la santé. Mais aussi, d'un côté des professionnels de santé et du système, c'est de plus en plus catastrophique. Le volume de burn-out est assez hallucinant. Les infrastructures sont plutôt très vétustes. On a vu les différentes grèves des urgences avant le système. Et tu as ces gens qui ont signé pour essayer de sauver des vies et qui se retrouvent à gérer de l'administratif sans technologie, comme si on était en 1980. Et cet écart, en fait, il crée une sorte de dysfonctionnement. Et en fait, comme on nous a tambouriné depuis qu'on est enfant, qu'on a le meilleur système de santé au monde, on arrête de réfléchir et on se dit pas qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, comment l'État, qui a un rôle hyper important, et ce tissu de sécurité sociale est très important, peut travailler aussi avec le privé pour mettre de la technologie et transformer ça. Et je pense que l'enjeu, du coup, c'est on part d'un système qui a été en fait quasiment tayloriste, c'est-à-dire ça fait 50 ans qu'on essaye d'industrialiser le système. Quand tu essayes de faire un truc qui est censé
être valable pour tout le monde, du coup, tu industrialises, mais ça déshumanise. En fait, on a l'impression en tant qu'individu qu'on doit essayer de s'adapter à un système et à un labyrinthe pour essayer de comprendre notre santé, pour essayer de comprendre. Et si on n'a pas les clés, comme la plupart des gens, en fait, on se fait noyer dans cette machine, broyer dans cette machine. Et je pense que repenser le système, c'est avoir l'audace et l'ambition de dire le système devrait s'adapter et se personnaliser aux gens. Et en fait, pour toi, tu ne devrais pas avoir te poser des milliers de questions. Tu devrais avoir la bonne réponse à chaque étape qui t'est amenée. C'est un peu ce qu'on essaie de construire avec Alan, c'est donner l'impression et le sentiment aux gens que le système est construit pour eux, que ce soit au niveau de l'information, au niveau de la prévention, qu'ils aient la bonne prévention pour eux, qu'ils aient la bonne information pour eux, et au niveau de l'accès aux soins, qu'il soit digital ou physique, qu'il soit le meilleur pour eux, et que tu n'as plus besoin d'avoir ton oncle Bernard qui est médecin pour avoir ta réponse à 22h le soir, et qu'on trouve des moyens qui fait que tout le monde a un oncle Bernard dans sa poche. Ou que tu ailles sur Doctissimo. Exactement, et que tu penses que tu vas mourir d'un cancer dans les 8 minutes qui viennent. Donc, Et alors, est-ce que c'est lié au fait qu'on a mis des couches sur des couches et que du coup, on n'a jamais repensé le système dans son intégralité? Comment ça se fait qu'on arrive à une situation où on dépense quand même des sommes colossales pour un système qui est dysfonctionnel? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a en effet la gouvernance, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui doivent décider des mêmes choses. Et le scope des agences régionales de santé, avec le ministère, avec les hôpitaux, etc., est pas très clair, en fait, et est difficile de prendre des décisions. Et ce qui est très difficile, c'est qu'il y a des gens extrêmement brillants et extrêmement bons dans chacune des organisations, mais en fait que la gouvernance telle qu'elle est construite fait que c'est très dur de prendre des décisions et de faire avancer, et ça devient politique, et ça devient complexe. Le deuxième truc, je pense, qui est assez important, c'est qu'il y a peu de mesures, ou peu de transparence publique sur la performance du système, comment ça marche, quels sont les résultats des actions qu'on prend. Et du coup, quand on ne mesure pas, c'est très difficile de savoir ce qui marche bien et ce qui ne marche pas bien. Donc, on a des rapports de temps en temps, de manière ponctuelle, de l'adresse ou de la Cour des comptes, etc., qui vont analyser, essayer d'aller en profondeur. Mais on n'a pas de la mesure continue de la performance qui aide juste à améliorer le système. Et en fait, c'est cette peur d'être jugé sur la qualité du soin, et qui est une peur totalement normale, parce que si tu es médecin et tu es jugé sur ta qualité du soin et que tu te prends des procès à chaque fois que tu tentes quelque chose, tu n'as plus envie de faire ce métier-là. Et du coup, la bonne tension, c'est comment tu protèges très fortement les médecins, mais tu mesures la qualité du soin et des outcomes, j'utilise le terme américain, mais des résultats, à l'échelle du pays, pour dire « Ah mais tiens, ici, ça marche beaucoup mieux que là ». Comment on fait en sorte que ça marche très bien pour tout le monde et comment on utilise la technologie pour faire ça. Mais ça implique de faire quasiment des tests dans certaines régions, dans certaines villes, dans certains hôpitaux. C'est pas vraiment fait, si? Je pense qu'il y a des initiatives et il y a quelques essais. C'est toujours pareil. C'est très facile de taper sur le système et de dire que tout est catastrophique. Je pense que le chemin est entre les deux. Il y a des initiatives, il y a des tests, mais il y a une rapidité d'exécution qui est relativement lente. Je pense que si on n'avait pas eu cette catastrophe qu'est la crise Covid, on serait encore sur la téléconsultation à faire des micro-tests et à ne pas vouloir y aller. Et tu vois, donc il y a des moments qui sont des catalystes et qui permettent d'accélérer. Celui-ci en est un, et du coup, il faut plutôt réfléchir à l'opportunité qu'on a de transformer le système. Et de transformer le système, c'est de manière multipartie. C'est à la fois l'État, c'est les professionnels de santé, et je pense que c'est les boîtes de technologie aussi dont on fait partie, les citoyens, qui doivent travailler ensemble à essayer d'améliorer. Et un truc qu'on entend souvent aussi, c'est les préconceptions. On n'a pas le droit de prendre de risques en santé, parce que c'est la vie des gens. Mais en fait, le risque principal, c'est sûrement c'est l'inertie. Et en fait, l'inertie et ne rien changer, c'est ne pas s'adapter à un monde qui change très vite, où les contraintes changent très vite. Et on ne sait pas quelle sera la prochaine crise. La prochaine crise ne sera pas nécessairement une pandémie, ou si c'est une pandémie, elle aura une forme et une géométrie très différentes. Et si on reste très statique et monolithique, on ne va pas y arriver. Et alors, si on parle de la manière dont les gens seront soignés demain, il y a quand même plusieurs sujets. On parle beaucoup de maintenant santé holistique. On parle aussi beaucoup du fait que finalement la prévention c'est extrêmement important, alors qu'on l'a jamais vraiment fait. On a dit il faut manger 5 fruits et légumes, mais tu vois, le fait de faire du sport, le fait de dormir. Moi je me souviens, il y a un kiné qui m'avait dit si vous respirez bien, vous allez vous éviter une tonne de maladies en fait. Et c'est trop bizarre parce que tu vois, quand on entend ça, tu fais
Enfin, respirer, je le fais depuis que je suis enfant. Tu vois, on m'a jamais appris à vraiment le faire. Ouais, on m'a jamais vraiment appris à vraiment le faire. Est-ce que dans le futur de la santé, il y a vraiment cette partie un peu d'avoir plus holistique, donc moins dans l'analyse et plus aussi préventive? Et comment ça se joue? Parce que j'imagine que derrière, il y a des lobbies, des labos pharma, mais aussi peut-être des hôpitaux. Enfin, peut-être pas des hôpitaux, non d'ailleurs, mais parce que ça veut dire aussi moins de médicaments potentiellement. Ouais. Sur ces théories des lobbies, j'ai toujours du mal à me positionner parce que c'est très facile de rentrer dans un sujet de il y a un énorme complot pour empêcher ça, et je pense que c'est pas le cas. Je crois plutôt aux théories de l'inertie et des habitudes, c'est-à-dire quand quelqu'un a été éduqué à une méthode et à un soin de traitement, changer son système d'exploitation personnelle, c'est très difficile. Donc ça, je pense que c'est plutôt le cas. Il y a plein de gens qui pensent à une médecine curative. On parle d'assurance maladie et moins à une médecine préventive. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir les deux. Je pense que c'est une illusion de penser que juste parce que tu respires bien et tu manges bien, tu vas devenir immortel. Ça ne se passe pas comme ça. Malheureusement. Et heureusement qu'on a une médecine curative de pointe et très bonne. Mais en revanche, je pense qu'il y a un énorme potentiel qui est d'ailleurs difficilement mesurable. C'est difficile aujourd'hui de trouver des études cliniques et scientifiques qui te montrent vraiment les résultats sur le long terme de prévention, parce que c'est juste très difficile à mesurer. Mais en effet, tu peux avoir plein d'exemples individuels, ce qui n'est pas très scientifique, mais quand tu dors mieux, quand tu te nourris mieux, tu te sens mieux et tu es moins malade. Après, il y a pas mal de papiers. Il y a ce livre qui était sorti qui s'appelle Why Do We Sleep, qui est assez intéressant et qui sort pas mal d'analyses sur les corrélations entre sommeil et maladie, en fait, et tu as des corrélations hyper fortes qui sont les gens qui dorment moins de 6 heures ont 400, sur une longue période, ont 400% de plus de chances d'avoir un arrêt cardiaque. Ouais, et tu vois, 400%, ça commence à devenir pas neutre. Et en fait, tu as des impacts. Le sommeil, c'est hyper intéressant. Tu as des impacts sur la fertilité, tu as des impacts sur la dépression, tu as des impacts sur le poids aussi, parce que ça dérègle en fait tes hormones sur le poids. Et enfin, sur ta conscience du poids, tu peux quasiment devenir diabétique juste parce que tu dors mal. Et ça, c'est des sujets hyper intéressants où les gens sont très peu éduqués. La politique sur le sommeil, c'était les gens puissants dorment peu. Du coup, il faut arriver à dormir le moins possible. Et la manière dont on construit nos vies, nos travails et tout, sont pas très sains. Donc, il y a un vrai travail d'éducation, je pense, sur ces sujets-là, qui aura des impacts long terme sur le bien-être des gens. Et je pense, un sujet qu'on traite aussi assez mal en France, et pas qu'en France, mais c'est celui de la santé mentale. On a un pays qui est sous antidépresseurs un peu, mais qui ça reste un sujet tabou, ça reste un sujet où on est mal accompagné, et je pense qu'il va être un des sujets des prochaines décennies hyper importantes. Et alors, si on pense à... Parce qu'en fait, je me souviens d'une phrase que tu as dite, que j'ai entendue je ne sais où tu dis en fait... les individus sont tous différents. Tu vois, si toi, tu as un cancer du foie, si moi j'ai un cancer du foie, en fait, on n'aura pas besoin du même traitement parce qu'on n'a juste pas le même âge, pas la même qualité de vie, enfin, on fait des choses différentes. Et pourtant, en fait, on fait passer les gens sur un modèle qui est très linéaire. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde rentre dans le même cycle, pas très personnalisé. Pour toi, à quoi ça devrait ressembler idéalement la santé d'une personne demain ? Enfin, idéal, je suis dans l'idéal, hein, bien sûr. Mais... Ouais, non, mais c'est exactement ça. Je pense que la manière dont tu interagis avec le système de santé devrait être extraordinairement différent selon qui tu es et quels sont tes problèmes. Ton approche et ton appréhension de la santé est très différente si tu es un jeune de 22 ans qui se prépare pour le marathon de Paris, si tu es quelqu'un qui a une maladie chronique, si tu es une femme qui a des questions ou un homme qui a des questions de fertilité et qui va avoir un enfant, ou si tu es des jeunes parents, ou si tu es enceinte, etc. Et du coup, et en plus de ça, c'est juste sous les chroniques, mais selon où tu vis, ton âge, tes antécédents, ton patrimoine génétique, en plus, ça va être encore différent. Donc déjà, c'est se dire comment on fait en sorte que chacun ait la bonne réponse. Ce qui est très dur, en fait, c'est que d'un côté, tu as ce système qui a été construit pour être capable de servir tout le monde, donc il est obligé d'avoir des process à la base. Si tu n'utilises pas la technologie, il est obligé d'avoir les process et d'être statistique, en fait. On va développer un médicament, et si ce médicament sauve une proportion relativement bonne de la population, ce médicament est utile. Et ça, c'était normal dans un monde
pré-technologique, pré-data, pré-outils numériques qui t'aident à personnaliser. Ma vision, elle est que demain, selon ces caractéristiques-là qui seront stockées dans ton smartphone ou ailleurs, avec, je pense, une importance sur laquelle on bosse beaucoup, à la fois du consentement, donc c'est comment je veux que mes données soient utilisées ou pas, et ça sera un vrai sujet. Je pense que pas tout le monde voudra avoir de la personnalisation qui t'aide à vivre mieux. Il y a plein de gens qui voudront aussi se dire, je préfère voir ce qui se passe, mais que mes données soient pas utilisées, et voilà. Après, il y a comment les données seront utilisées, et ça, il faut que ce soit ultra propre, qu'il y ait des règles éthiques et que ça n'ait pas d'impact sur tes... Enfin, nous, on est très bien placé sur tes cotisations d'assurance. On pense que ça devrait pas, il faut aligner les intérêts. Et après, c'est dire, si moi, je vais prendre mon cas, jeune parent de 32 ans qui a un fils de 5 mois, mais en fait, j'aimerais bien que mon interface avec le système de santé, ce soit chaque jour des notifications et du contenu qui est vraiment adapté à mes questions, qui est comment tu nourris et tu fais la transition du sein à la nourriture pour un enfant, comment tu gères le reflux, comment tu gères les coliques, quel est le pédiatre qui est disponible et spécialisé là-dessus, est-ce que je peux en parler avec cette personne, avoir une communauté de parents qui ont vécu les mêmes choses que moi, avec qui je peux chatter de manière anonyme mais sécurisée et modérée pour qu'on ait juste un partage d'expérience, parce qu'il y a le système médical, mais il y a aussi les gens qui ont vécu les mêmes choses que toi, et où je puisse avoir tout l'historique des informations et des besoins qui sont importantes, qui sont aussi le moment où comment je dois faire évoluer le jeu avec mon enfant, que j'ai des vidéos hyper didactiques qui m'accompagnent. Tu vois, c'est vraiment en fait cet accompagnement qui me donne l'impression que tout est pensé pour moi dans le système et hors du système, qui m'aide aussi à gérer mon sommeil quand je sais que le sommeil est fractionné, où j'ai des aides qui m'aident à parler, un outil qui m'aide psychologiquement à gérer ces moments qui peuvent être difficiles dans un couple, qui sont ton sommeil est bouleversé, tu as un nouvel acteur qui arrive, qui est ce bébé. Et du coup, c'est vraiment ça, tu vois, c'est repartir du besoin des gens et que la technologie t'apporte tous les éléments au bon moment. Parce que à la fin, le contenu existe aujourd'hui, les bons pédiatres existent, l'information psychologique existe, les bons psychologues et les bons psychiatres sont là. Donc tout est là. La question, c'est comment tu reprends tous ces blocs. Au lieu d'en faire un énorme monolithe, tu les décomposes. Et si tu parlais un langage informatique, tu fais des sortes d'API où, selon toi qui tu es, tu vas venir te connecter, avoir la bonne information au bon moment. Et pour quelqu'un qui a une maladie chronique, ce serait complètement différent. C'est quels sont mes rappels, est-ce que les médicaments que je prends, quels sont les effets secondaires si en plus j'ai mal à la tête et je prends un Doliprane. Tu vois, avoir un truc qui t'aide à t'accompagner. Quel est l'expert mondial qui est reconnu? Est-ce que je peux parler à des gens qui ont parlé à cet expert mondial, etc. Comment j'arrive à vivre ma maladie chronique sur le long terme? Et tout ça, je pense que la technologie peut te le faire si tu arrives à faire le bon pacte entre des boîtes qui sont là pour m'aider et comment elles m'aident. Et le seul point qui est important, du coup, ce sera le modèle de financement de cette innovation. Est-ce que moi, en tant qu'utilisateur, je suis prêt à payer dans un système où j'ai eu l'habitude de payer peu? Ou est-ce que c'est à l'État de le gérer, mais si l'État le gère, ça ne crée pas d'incentive, pardon pour le franglais, mais ça ne crée pas d'appel d'air pour qu'il y ait de l'innovation qui se crée, qu'il y ait des nouvelles entreprises qui se créent, si l'État est tout seul là-dedans. Et voilà, il faut trouver la bonne tension pour améliorer le système. En fait, il y a plusieurs éléments dans ce que tu dis qui me posent question. Je vais les prendre dans l'ordre chronologique, mais tu n'es pas obligé de répondre dans l'ordre chronologique. Le premier, c'est la data. Comment tu t'assures de la sécurisation de la data? Et en particulier, tu vois, sur l'appli Covid, ils ont refusé de bosser avec Microsoft, ils vous ont voulu, et en fait, il y a eu beaucoup de critiques là-dessus en disant, mais en fait, peut-être que chez Microsoft, c'était plus sécurisé que l'appli qu'a fait le gouvernement. Donc, il y a cette première question qui est quand même sur la sécurisation de la data et où est-ce qu'elle va. C'est-à-dire que, évidemment, si elle est sur pardon pour les anglicismes aussi, mais sur le cloud aux États-Unis, nécessairement, tu sais pas très bien qui peut l'utiliser, ou enfin, tu as des petites idées quand même, en l'occurrence. Donc, il y a cette première question-là. La deuxième question, c'est qui doit faire ce genre de choses? Parce que j'ai l'impression que tout ce que tu décris, c'est des briques qui, quelque part, existent. Enfin, c'est ce que tu dis aussi, d'ailleurs. Mais qui doit faire en sorte que ce système devienne beaucoup plus...
sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu horizontal et que tu le verticalises dans une certaine mesure, que ce soit simple pour l'utilisateur. Et le troisième point sur est-ce que les Français sont prêts à payer, il y a aussi toute une frange des Français qui juste ne peuvent pas payer en fait. Et comment tu fais en sorte que cette médecine améliorée ou ce système de santé amélioré, il soit pas juste dédié à ceux qui peuvent se le permettre et que les autres aient un système de santé qui soit moins bon. Je vais commencer par le dernier. Je pense qu'une des magies de la technologie, c'est que tu fais des investissements qui sont importants au départ, mais qu'après, le coût marginal pour servir est faible. C'est l'automatisation, et du coup, j'espère que grâce à la technologie, on arrivera à rendre de plus en plus de services, de plus en plus d'informations à des coûts marginaux très faibles et qui donneront accès à ça à tous les Français, tous les Européens, et j'espère tout le monde, les citoyens du monde en général. Le deuxième point, du coup, je vais aller dans le sens inverse. Qui doit le faire ? J'ai pas la réponse. Nous, on essaye de le faire. Je pense qu'il y a d'autres boîtes qui vont essayer de le faire. J'espère que l'État va essayer de le faire. En fait, j'espère que le nombre le plus possible de personnes, et quelle que soit leur origine, quelle que soit qui travaillent pour le public, pour le privé, etc., essayent de le faire parce que ça va être dur. Et il y a plein d'angles sous lesquels attaquer et ça maximise les chances que le système s'améliore. Je pense que nous, à l'AN, on a une chance d'y arriver. Je pense que peut-être que l'État a une chance d'y arriver, d'autres boîtes ont une chance d'y arriver. Il faut juste maximiser le nombre de chances pour qu'on y arrive. Mais pour revenir là-dessus, en effet, on a un système de santé où il y a des gens extraordinaires déjà. Et il faut utiliser ça. On a des médecins extraordinaires, des professionnels de santé extraordinaires, des infirmiers et des infirmières extraordinaires. Utilisons ça et mettons-les dans les conditions où ils peuvent faire leur travail le mieux possible. Et du coup, utilisons la technologie pour faire en sorte que les tâches à faible valeur ajoutée, ils n'aient plus à les faire et qu'ils se concentrent sur donner du soin, donner de l'empathie, aider les gens dans leur parcours, faire avancer la recherche, etc. Pour répondre à la première question, je pense que la tendance, parfois, on a tendance à penser au risque dans la data en santé de manière un peu trop catégorique. Il faut être très, très attention, et nous, on fait énormément d'investissements. Et parfois, il faut réfléchir en trade-off et du coup en balance. Est-ce qu'en tant que société, on préfère être à risque zéro, laisser toute la data dans un coin qu'on n'utilise jamais et en fait ne même pas avoir la data et juste faire que le monde continue comme il est et qu'il ne se passe rien? Là, c'est le risque zéro. Ou est-ce qu'on préfère essayer d'utiliser la data, faire le maximum pour la sécuriser et faire avancer le système? Si on prend ce chemin-là, ce qui est sûr à 100%, c'est qu'il y aura un moment où il y aura des problèmes, il y aura une fuite de data, quelqu'un se fera pirater, etc. Et il y aura des gens qui diront « je vous l'avais dit, c'est hyper risqué, il ne faut pas le faire ». Je pense juste que le gain net pour la société sera supérieur très très largement. Après, ce qu'il faut faire, c'est être très très punitif pour ceux qui utilisent cette data, ils font pas attention à cette data. Ça, moi, je suis pour une punition extrême et en effet, c'est un truc qui est compliqué, qui touche aux gens, qui est très très personnel. Je pense qu'il faut démystifier aussi un peu et essayer d'accompagner les gens en disant, certes, cette data de santé est très importante et très personnelle, mais comment on en fait pas un truc catastrophiste et on accompagne aussi la gestion de ça. Mais voilà, il faut dire que faire avancer le monde, c'est prendre des premiers risques. Et si on n'avait pas des gens qui étaient montés dans les premiers avions, qui étaient clairement pas très sécurisés, on volerait pas aujourd'hui. Et peut-être que la planète s'en porterait mieux, mais on n'aurait pas fait certaines avancées technologiques. Et c'est des gens qui ont mis leur vie sur la ligne quand ils ont fait ça. Et pour la donnée, je pense qu'il faut trouver le meilleur chemin entre sécuriser et en effet, il y a, je pense, un vrai truc de souveraineté de la donnée. Donc que la donnée, moi j'ai une vision assez européenne. Je préfère penser Europe que France, mais j'espère qu'on va continuer à avoir une Europe solide. Mais ça, c'est ma vision. Que la donnée de santé soit en Europe, qu'on soit sûr qu'elle soit utilisée que pour ce qu'on veut qu'elle soit utilisée. Et je pense le vrai travail, c'est un travail du consentement aussi derrière. C'est expliquer de manière très explicite aux gens
pourquoi on va utiliser leurs données ou pourquoi pas, et est-ce qu'ils sont d'accord, et leur donner le pouvoir là-dessus. C'est vraiment redonner le pouvoir aux citoyens. Parce qu'il y a vraiment ça aussi. Bon, Alan, c'est une mutuelle. Il y a aussi cette peur que ta data elle soit utilisée contre toi. C'est-à-dire quand tu veux prendre une assurance, quand tu veux je sais pas, acheter une maison, une voiture, enfin peu importe ce que tu veux faire, et qu'on utilise ta data en disant oui, mais monsieur ou madame, vous fumez ou vous avez fait, je sais pas, vous avez eu telle maladie, donc en fait ça va pas être possible. Ça, je suis d'accord, ce serait atroce si ça arrivait. Et c'est pour ça que nous, on a écrit dans nos statuts, en tant qu'assurance complémentaire santé, qu'on n'utiliserait jamais cette data pour la personnalisation et pour la personnalisation de l'assurance et du coup du prix en fait, et à titre individuel, et que on la revendrait pas, parce que c'est ça le risque. Maintenant, c'est un pacte de confiance qu'on crée avec nos utilisateurs et qu'on souhaite ne pas trahir. Nous, on fait pas mal de recherche utilisateur là-dessus et on en parle beaucoup. Et les gens ont l'air de nous faire confiance parce que jusqu'à présent, on a été digne de cette confiance. Notre enjeu, c'est de rester digne de cette confiance. Enfin, personne n'est obligé de passer par nous. Donc, il faut qu'on reste très digne de cette confiance et qu'on soit à la pointe de ce qui se fait en data privacy, donc en vie privée sur la donnée et en sécurité. Et honnêtement, c'est très dur. On investit beaucoup là-dedans, mais c'est hyper dur. Et pour revenir sur ceux qui pourraient mettre en place ce système, on pense naturellement à Google, Facebook et consorts qui investissent en fait dans ce qu'on appelle la biotech, donc tout ce qui concerne la santé digitalisée. Comment on fait en sorte que ce ne soient pas ces personnes-là qui, entre guillemets, disruptent l'industrie et que finalement notre santé passe par soit Google, soit Facebook, qui quand même poussent énormément dans ce sens-là en fait. Oui, ils investissent énormément, alors avec un tropisme assez américain souvent, mais ils investissent énormément et je pense que la vision de la santé en Europe et aux États-Unis est quand même assez différente, même si les gens à la fin sont les mêmes, mais la vision dont le système a été construit est assez différent et du coup, je ne sais pas si le modèle américain, dans ce cas-là, s'appliquera très fort en Europe, mais je pense qu'il n'y a pas de secret. On ne peut pas leur interdire d'innover. Et s'ils font des choses qui sont 10 fois mieux ou 100 fois mieux que ce qu'on fait, ben on va perdre parce que les gens utiliseront. Il ne faut pas se mentir. Si on te dit c'est Google, mais tu as 3 fois plus de chances de vivre 5 ans en bonne santé et de ne plus être malade, ce sera beau être Google, tu prendras. Du coup, je pense que notre seule chance, c'est de faire émerger des boîtes françaises et européennes qui sont meilleures que ces boîtes-là. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Je pense que d'autres essaient de le faire. Mais c'est comme ça qu'on combat. Je ne pense pas qu'on combat par se fermer et essayer de dire non à l'innovation que les autres font. On combat par essayer d'être meilleur en innovation et investir très fortement. Et je pense honnêtement que sur les sujets de santé, on a nos chances en Europe. Parce qu'on a, encore une fois, un ADN différent, on a des talents différents, on a des infrastructures différentes qui font que je pense qu'on a des chances de gagner. Après, il y a aussi des fortes chances. Et c'est triste qu'on finisse dans un système GAFA ou technologie chinoise parce que ils investissent plus rapidement dans le machine learning, ils ont plus de data et on perd. Et j'espère que ça ne va pas arriver. Non, effectivement, c'est pas très souhaitable. Un truc que j'aime bien aussi dans ce que j'ai entendu de toi, c'était de dire le système de santé, il est pensé pour les 5% de personnes qui trichent et pas pour les 95% de personnes qui en réalité sont honnêtes. Et qu'au final, il y aura toujours 5% de personnes qui vont tricher. Comment on peut fluidifier ça? Parce qu'en fait, il y a aussi cette question finalement. Je pense que la question de la fluidification et de l'enfer administratif est hyper importante. Et encore une fois, médecins et pour tout le monde. Et y partait de bonnes raisons, en effet. Mais souvent, c'est un système de pensée très humain quand quelqu'un truque le système ou triche ou fraude, ça nous rend fous. Et du coup, on va construire plein de processus pour interdire ça. Et en fait, souvent, ces processus, on voit très bien le cas de fraude qu'on a arrêté, mais on voit très mal, en fait, à quel point ça ralentit tout le reste et ça crée du coût pour toutes les autres étapes. Et ça, c'est très difficilement mesurable. Et du coup, je pense qu'en effet, un bon enjeu de la conception produit, c'est de penser pour le plus grand nombre, essayer de leur rendre l'expérience la plus incroyable possible, en espérant que les cas de fraude restent les plus bas possibles. Après, là, encore une fois, je pense que la réponse, elle est souvent technologique et on peut détecter des patterns de fraude
grâce à la technologie. Et là, c'est encore une fois la donnée, le machine learning, qui va nous aider de mieux en mieux à détecter qui fraude, comment il fraude. Et il faut arriver à trouver des moyens d'être extrêmement punitif avec ces gens-là pour que on n'ait jamais à dégrader l'expérience pour les autres. Et ça, c'est parfois une approche un tout petit peu plus anglo-saxonne, d'être très punitif pour les gens qui fraudent, mais je pense que c'est la nécessité. Et nous, on le voit en tant qu'assurance. On a eu des cas de fraude assez forts, mais on commence à avoir un bon pattern sur reconnaître qui le fait, comment ils le font, et arrêter ça. Et alors, tu parles de technologie. Quand on parle du futur de la santé, de comment les gens seront soignés demain, on pense naturellement tu vois, l'expérience qu'a fait Elon Musk, c'est-à-dire de greffer une puce dans le cerveau d'un porc. Et on imagine que potentiellement, ça pourrait être ça demain pour les humains. On pense à mettre des puces sous-cutanées, d'avaler des gélules qui analysent ta flore intestinale en permanence. Tu vois, enfin, est-ce que c'est ça le futur de la santé, ou est-ce que c'est autre chose ? Je crois que c'est un des futurs possibles de la santé. C'est toujours très difficile d'anticiper le futur, mais vu qu'il y a beaucoup de gens intelligents qui sont en train de bosser là-dessus, je pense que c'est un des futurs possibles. Est-ce que ça va arriver ? Je pense que c'est toujours les mêmes systèmes. Ces gens-là disent que ça va arriver plus tôt que ça va arriver, mais que quand ça arrivera, l'impact sera plus fort que ce qu'on pense. Et je vois bien une théorie des jeux où le fait d'avoir un implant te rend plus rapide et te fait gagner dans la société. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir avoir des implants très vite. Donc, je pense que ça peut arriver. Je pense qu'il faut se poser des questions éthiques sur comment on le fait. Le seul truc, c'est que pour se poser des questions éthiques, je pense qu'il faut contrôler la technologie. L'Europe, on a été très fort pour se poser souvent des questions éthiques, pas construire les technologies nous-mêmes, et du coup, en fait, subir ce qui se passe, parce qu'on a bien pensé en chambre, mais en fait, les gens utilisent quand même parce que c'est mieux. Donc ça, je pense que c'est le truc où on doit investir très fortement. Si on a l'impression qu'il y a une polarisation des technologies et des pays, aujourd'hui, malheureusement, il y a une polarisation entre les États-Unis, la Chine et l'Europe. Je pense qu'il faut qu'on investisse assez fortement en Europe. Et donc, ça va arriver. Mais je pense que si on repose tous nos espoirs là-dessus, on est foutu, parce que ça va pas supprimer le poids administratif, les dysfonctionnements, le manque de coordination dans le système, les problèmes des incentives aux États-Unis, où en fait il y a beaucoup trop de gens, et c'est aussi le cas parfois en Europe, mais il y a beaucoup trop de gens qui ont intérêt à ce que les trucs soient plus chers parce que tout le monde se gave. Enfin, et du coup, ne penser que la solution ne sera que technologique dans ce sens-là, je pense pas. La solution, elle est dans comment on repense l'expérience utilisateur du système, comment on simplifie tout et comment on utilise ces outils technologiques pour contribuer à la simplification et au changement de paradigme. Mais encore une fois, c'est pas juste cette puce qui va nous rendre immortels du jour au lendemain et qui va faire que tout va aller bien et qu'on n'aura plus besoin de voir de médecin, qu'on n'aura plus besoin de se poser des questions. Voilà. Sans doute des antidépresseurs. Ça fait beaucoup penser, tu sais, à Bienvenue à Gattaca, c'est-à-dire ce film un peu, futuriste, mais dystopique sur l'amélioration de l'humain et ceux qui peuvent pas se permettre, en fait. Oui, non, et ça, c'est. J'espère qu'on n'en sera pas là et qu'on aura une vision un peu plus humaniste de la diversité, surtout, et de ce que c'est la diversité qui amène, je pense, la créativité et la performance. Après, je pense qu'il faut pas se mentir non plus. L'humanité a été depuis des décennies un peu eugéniste à sa manière, en essayant dans le sens de faire en sorte de sauver des gens qu'on pouvait pas sauver il y a 2 ou 3 décennies, etc. Ça contribue à dire on combat la nature et dans ce combat de la nature, il y a des choses qui sont très belles et il y a des choses où il faudra le faire avec intelligence. Ce qui est très difficile, c'est de déterminer la norme de demain. C'est-à-dire, ce qui est normal pour nous aujourd'hui n'était pas normal pour plein de gens il y a un demi-siècle, et ce qui serait normal pour les gens dans un demi-siècle est sûrement hallucinant pour nous. Et du coup, en effet, mettre des puces dans la tête des gens aujourd'hui, ça peut paraître complètement hallucinant. Peut-être qu'en fait, ce sera complètement la norme dans un demi-siècle, et c'est très difficile à anticiper comment la société va réagir une fois que ce sera concret. Et alors, j'ai une question que je me pose. Parce que ce que tu dis, c'est que, en fait, c'est l'ensemble des acteurs qui doivent travailler à casser cet immobilisme.
Est-ce qu'il y a des commissions qui existent entre des startups, l'État, les laboratoires pharma? Parce qu'en fait, évidemment, il faut que tout avance ensemble. En fait. Il y en a sûrement, mais j'ai jamais vu une innovation sortir d'une commission. et tu vois, je pense que c'est important que les gens se coordonnent, mais en France, on est très fort pour, et on n'est pas les seuls, mais pour faire des commissions, sortir des grands papiers, des grandes recommandations sur ce qu'on doit être dans 5 ou 10 ans, etc. Ce qui compte, c'est des gens qui construisent. Et moi, je pense qu'il faut biaiser l'énergie vers construire, innover et montrer que l'innovation est bénéfique. Donc en fait, si demain, admettons, c'est complètement hypothétique, et évidemment, c'est pas tout ce que tu vises à faire, mais si tu étais ministre de la Santé, du coup, tu investirais pas mal sur les startups pour qu'elles innovent et qu'elles révolutionnent le marché. Entre autres, j'essaierai de créer un écosystème, en effet, pour qu'il y ait des entreprises, et pas que des startups d'ailleurs, mais qui innovent et essaient de faire avancer le marché, qu'on donne le pouvoir un peu à la manière du toyotisme aux gens qui sont sur les lignes, donc les médecins, les infirmiers, pour qu'ils améliorent leur quotidien tous les jours et qu'on arrive à apprendre de ça. Et le troisième élément, j'essaierai de faire en sorte que l'État... j'aime pas trop parler de start-upisation de l'État, et je pense pas que ce soit la bonne chose, mais que l'État se remette en cause en permanence et essaye de faire avancer le système. Parce qu'effectivement, ce que tu décrivais à un moment donné dans notre conversation, c'est que, en fait, on teste, je sais plus si c'est notre conversation d'ailleurs, mais en fait, ils testent pas, et donc ils ne savent pas ce qui fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, on est bon pour dire, en fait, vraiment faire de l'analyse. C'est-à-dire qu'il y a tel problème, on va apporter telle solution. Il n'y a pas de vision très holistique d'abord. Et ensuite, surtout, on ne fait pas de test and learn, donc on ne fait pas de rétroaction en plus. J'ai l'impression que c'est très difficile. On n'a pas les outils. Le système n'est pas assez numérisé pour en fait qu'on sache bien mesurer, en effet. Et je pense qu'il y a de la data à certains endroits, mais aujourd'hui, on n'a pas une architecture ouverte qui permet à plein de gens de réfléchir à ce problème-là. Et je pense qu'en effet, moi, j'aurais tendance à pousser pour plus d'ouverture. Donc de l'open data. Enfin, plus d'open data. Plus d'open data. Et il y a des choses. Il y a beaucoup de choses qui sont en train... Encore une fois, il y a plein de gens qui bossent bien là-dedans et ça avance. Nécessairement, nous, on a tendance à être encore plus radicaux sur la rapidité à laquelle on aimerait que ça avance. Mais j'ai espoir. Honnêtement, j'ai espoir qu'on arrive à créer un système de santé meilleur tous ensemble. Cool. Alors, ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je veux savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. Et où, d'ailleurs? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut un peu claquer la porte à ce que j'appelle l'expertise de chambre, qui est les gens qui ne font pas, mais qui disent que tout est impossible et que tout est très compliqué. Ça, c'est ce qui m'énerve le plus. Et du coup, il faut ouvrir la porte à la multidisciplinarité dans la santé, où on arrive à faire travailler ensemble des médecins, des technologistes, des gens en sciences humaines, pour qu'ils améliorent des gens de l'État, pour qu'ils améliorent le système ensemble sur des projets très précis. Et encore une fois, pas dans des commissions où ils réfléchissent, mais comment on se met en 6 mois, on résout ce problème-là tous ensemble. Et ça, si on arrive à faire ça, je pense qu'on sera très excitant. Cool. Merci beaucoup, Jean-Charles. Merci beaucoup, Greg. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.